Bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2RP Carrefour des Hauts-de-France. Le C2 Podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'un expert ou bien d'acteurs du terrain pour partager avec eux leur vision, leurs pratiques professionnelles ou encore leurs projets. Son principal objectif consiste à rapprocher les acteurs du monde de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Bienvenue dans le C2 Podcast, le podcast du C2RP Carrefour Hauts-de-France. Nous vous proposons aujourd'hui un nouvel épisode qui revient sur un projet récompensé par un trophée de l'innovation en formation dans le cadre de Résonance 2023. Trophée qui récompensait tout un travail d'ingénierie pour faciliter l'accessibilité à la formation. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui... Je m'appelle Jean-Christophe Guérin et je suis donc de profession ingénieur pédagogique multimédia. C'est-à-dire que je fais de la conception pédagogique en m'appuyant sur l'ensemble des outils dont on dispose aujourd'hui. Les outils de vidéo, les outils de prise de son, l'ensemble des outils qui permettent d'appuyer une action pédagogique. J'occupe chez Signes de Sens une mission de responsable du pôle de formation inclusive avec deux volets. Un volet sur l'organisme de formation, puisque Signes de Sens propose des formations autour de l'inclusion. Donc je coordonne les actions de formation qui sont proposées, d'une part, et d'autre part, je développe un programme autour de la formation inclusive et plus largement de l'inclusion professionnelle, puisque donc on est dans le champ de l'accès à l'emploi et que la formation, bien sûr, est un chemin vers l'emploi. C'est un des volets de l'action de Signes de Sens dont je suis responsable. C'est un des volets de Signes de Sens, c'est donc une mission, une ambition plus grande encore. L'ambition, c'est de rendre la société plus inclusive dans tous les domaines. À l'école, y compris dans la lecture, la culture, les apprentissages premiers avec des programmes qui sont basés sur l'autisme. Donc on est vraiment sur l'ensemble des champs de la société. Et depuis quelques années, on a commencé à travailler sur le champ de la formation et de l'emploi. Et renseignement pris, Signes de Sens a un statut associatif. Une association qui existe depuis 21 ans exactement, qui d'abord a appuyé son expertise en travaillant avec les personnes sourdes et autour de la langue des signes française, d'où son nom Signes de Sens. En travaillant avec les personnes sourdes, on a été amené à imaginer plein de solutions qui répondent en fait à beaucoup de problématiques autour du handicap. Parce que les personnes sourdes ont souvent aussi des soucis de lecture, dans la mesure où l'accès à la lecture se fait à travers les signes et non pas à travers les vocables. D'autre part, la langue des signes est une langue assez directe, où la communication est assez claire. Donc il y a aussi une expertise autour de la communication claire, donc de faire des phrases faciles à comprendre à l'oral et aussi à l'écrit. Et donc ça a introduit cette idée que, en travaillant pour un public de manière à rendre les choses plus accessibles et plus simples à comprendre, ça profitait à beaucoup de publics, y compris ceux qui sont en situation de handicap, d'autres types de handicap, mais dans l'ensemble du public. C'est la conviction profonde de Signes de Sens de se dire que, en réimaginant un monde différent, et donc plus accessible aux personnes en situation de handicap, on fait un monde plus facile pour l'ensemble de la population. Est-ce là l'origine du trophée de l'innovation reçu lors de Résonance 2023 ? Et c'est pour ça que le handicap devient innovation. C'est-à-dire que quand on prend en compte le handicap dans la conception d'un service ou d'un produit, on le rend plus universel, ce produit ou ce service. Et donc on innove, on n'invente pas forcément des choses nouvelles, mais on innove dans la façon d'aborder les choses. C'est la valeur ajoutée que peut avoir une personne handicapée au sein d'une organisation. Pour rester sur le sujet de l'innovation, vous avez eu recours à une méthode simple, pragmatique. Exactement. Si dès le départ, on implique les personnes concernées, tout de suite, on est amené à recorriger la trajectoire du projet parce qu'elles nous disent non, c'est pas comme ça que ça va marcher, ça va pas marcher. Et donc, il faut repenser les choses différemment. C'est pour ça qu'on travaille toujours avec des structures qui accueillent les publics. C'est ce que vous désigneriez comme étant une démarche réussie vers l'accessibilité, en prenant en compte la situation de handicap ? L'accessibilité, c'est bien ça, c'est de se dire qu'on ouvre l'accès à l'ensemble. J'ai dit plusieurs fois personnes handicapées, mais nous, on préfère parler de personnes en situation de handicap, puisque c'est davantage la situation qui est handicapante que la personne qui est handicapée. Nous parlons donc d'une innovation toute simple, évidente, c'est-à-dire intégrer les personnes en situation de handicap au sein des process existants.
plutôt que de rechercher des process magiques. C'est tout à fait ça. Et là, j'ai un autre exemple en tête. On a travaillé en prestation pour Transdev, donc qui est une société qui gère des transports en commun. Aujourd'hui, le transport des personnes en situation de handicap, il se fait surtout par un aménagement de taxi qui n'atteint pas l'objectif en termes de nombre de personnes qui peuvent se déplacer, d'une part, et puis qui est très très coûteux. Il y a eu aussi donc des efforts de fait dans les bus pour rendre les bus plus accessibles, mais malgré tout, il y a encore trop peu de personnes en situation de handicap qui prennent ces transports en commun. Et donc ils ont fait appel à nous. La première phase de diagnostic a commencé par faire un trajet en bus avec des personnes en situation de handicap et de voir comment ça se passait, voir là où ça coince. Il y a eu quelques aménagements, notamment sur des signaux visuels qui permettent de rendre l'information plus facile à comprendre, mais la partie la plus importante a été de proposer de mettre en place un bus école, c'est-à-dire un bus dédié à l'apprentissage du transport en commun pour les personnes en situation de handicap et aussi à l'accueil de ces personnes dans les bus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'expérience du transport en commun qui va permettre à ces personnes aussi de se rendre compte que c'est possible et d'acquérir les gestes et une capacité à. C'est pareil, en fait, apprendre à se déplacer en transport en commun, c'est pas inné. Et donc, pour les personnes en situation de handicap aussi, ça s'apprend. Dans le chauffeur de bus aussi. C'est-à-dire que des fois, il y a des postures. Parler à une personne sourde, beaucoup de sourds savent lire sur les lèvres. La plupart des personnes sourdes, qui ne sont pas nées dans des familles sourdes, on découvre leur surdité assez tard, et donc elles apprennent à lire sur les lèvres. Donc à partir du moment où on parle à une personne sourde en la regardant, elle arrive à nous comprendre. Par contre, si on tourne le dos à une personne sourde, elle ne peut plus nous comprendre. Donc c'est des postures comme ça qui ne sont pas forcément naturelles, sur lesquelles on doit être un peu vigilant. C'est l'idée de re-questionner les situations et d'imaginer comment les aménager, en s'appuyant sur les solutions techniques quand elles existent, mais aussi en re-questionnant la façon de faire. Établissons le lien entre inclusion et formation, ou plutôt, c'est vous qui allez nous dire comment unir accessibilité et formation pour le bénéficiaire. Alors l'accessibilité en formation, ça commence à partir de l'orientation. Pour que les cursus de formation soient accessibles à l'ensemble des personnes, il faut déjà que ces personnes aient accès à l'offre de formation. Qu'elles considèrent que c'est possible d'accéder à ces formations ou à ces métiers. Donc, c'est le premier moment de l'accessibilité. Le deuxième moment, c'est le moment de l'inscription. Il faut pouvoir, quand on contacte l'organisme de formation, avoir quelqu'un ou un service qui fait que pour une personne sourde, une personne aveugle, ou une personne qui a des soucis de lecture, par exemple, puisse rentrer en contact, répondre aux questions qu'on lui pose. On a découvert que une plateforme qui est dédiée à l'orientation commence sa première étape par entrer son numéro de téléphone pour être contacté par un conseiller, par un rendez-vous téléphonique. Donc, on a clairement là quelque chose qui fait que pour les personnes sourdes, ça coince. De la même manière, un formulaire qu'il faut remplir et qui est écrit et qui va être complexe, pour une personne qui est en difficulté de lecture, c'est un obstacle. Ça peut être même une barrière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contournement possible. L'accès à la formation, il va être fermé parce que les modalités d'inscription ne sont pas ouvertes à l'ensemble des personnes. Une fois qu'on est inscrit, on va rentrer dans le cursus de formation et donc là on va arriver dans les séquences de formation elles-mêmes où il va falloir faire en sorte que les formateurs et l'organisme de formation puissent connaître les aménagements qui existent, des aménagements qui peuvent être techniques, humains, avec notamment les services qui sont proposés par l'AGFIP. Vous avez mentionné l'AGFIP auquel nous avons consacré un épisode il y a peu de temps sur le sujet alternance et handicap. Notre épisode nous invite à évoquer 2 projets, Pragmatique, dont je vous invite à nous rappeler les grandes lignes, et je précise pour nos auditeurs qu'il a fait l'objet d'un webinaire toujours accessible sur le site internet du C2RP. Le projet Pragmatique, il est né d'une rencontre de Signes de Sens, et plus exactement de Simon Aurier, qui est le directeur fondateur de Signes de Sens, et du CLRP, et notamment de Guy Robert, qui était directeur du CLRP à ce moment-là. Il y a eu le constat d'un obstacle au niveau des supports de formation qui étaient utilisés, avec une problématique qui était rencontrée par les formateurs face à des publics avec des situations de handicap de plus en plus marquées, notamment avec l'accueil de personnes sourdes depuis quelques années. Donc situation dans laquelle les formateurs étaient obligés de remouliner complètement leur façon de faire, mais aussi les supports avec lesquels ils travaillaient, qui sont pensés au départ par des formateurs classiques sur des PDF qui peuvent être assez conséquents et qui ne prennent pas en compte les situations de handicap. Et donc ça nous a amené à travailler
avec des équipes de formateurs qui avaient déjà été confrontés à cette problématique, notamment des formateurs en mécanique auto et moto. Là, on s'est appuyé sur la technologie en choisissant un outil auteur pour concevoir donc les outils auteurs, c'est des outils de conception numérique d'outils pédagogiques. Et l'avantage de ces outils auteurs, c'est qu'ils permettent justement de pouvoir avoir plusieurs types de supports sur une même interface et donc d'avoir un cheminement d'accès à l'information qui va être varié. Donc on a comme ça créé un premier prototype qu'on a expérimenté avec des formateurs d'ailleurs externes, des stagiaires, et ça nous a permis de conforter un modèle de fiches. On a appelé ça des fiches numériques de formation, d'avoir une première modélisation de support pédagogique accessible. Comment avez-vous procédé ? Le formateur observait des stagiaires en train d'utiliser les supports et on questionnait davantage le support que le stagiaire. Donc ça permet d'avoir une posture aussi pédagogique, de dire face à une incompréhension de la personne devant une tâche à faire ou un support, on est amené à questionner ce support ou la séquence et pas à questionner la personne. Le projet pragmatique a porté sur la conception pédagogique et multimédia des supports. Nous avons un second projet à aborder, Elix. Oui. Alors, le projet, c'est plus exactement Elixer les métiers. Ça vient du programme Elix, programme qui est en cours depuis une quinzaine d'années, autour de l'accès à la langue des signes française avec un dictionnaire en ligne qui s'appelle le DicoElix, où on trouve une traduction des mots en langue des signes, mais aussi une définition des mots en langue des signes. C'est-à-dire que si vous rentrez le mot table, vous allez avoir une vidéo qui montre comment on signe le mot table, mais on va avoir aussi la définition du mot table signé. Donc ça, c'est le programme Elix. Le programme Elixer les métiers vise à modéliser l'accès des personnes sourdes au métier. Il y a un focus qui a été fait sur 2 branches professionnelles dans l'écriture du projet avec la GFIP, des branches professionnelles qui ont été identifiées par rapport au métier qu'on tient en tension, en l'occurrence le numérique et la logistique transport. Si je comprends bien, Pragmatique considérait toutes les situations de handicap, Elixer les métiers plus ciblés. Avec Elixer les métiers, on adresse les personnes sourdes et malentendantes, parce qu'on est quand même sur aussi une problématique qui est très vaste. Donc, comme on veut travailler dans le concret, on travaille d'abord sur un public donné, mais sur l'ensemble de la chaîne, depuis l'orientation jusqu'à l'accès à l'emploi. Avec un volet technique qui est de travailler la lexicalisation professionnelle du dictionnaire DicoElix, qui est un dictionnaire général, et donc qui ne va pas spécialement donner des informations sur des termes professionnels qui ont une dimension vraiment spécifique. Donc il y a tout un travail pour outiller et augmenter le DicoElix d'une partie dédiée au lexique professionnel. Et puis après, il y a une dimension pédagogique où on va donner à voir des témoignages de personnes sourdes et malentendantes qui sont devenus certains chauffeurs poids lourds, chauffeurs de transport en commun, préparateurs de commandes, développeurs web, développeurs no-code, tout ça. Notre intention, c'est de nous appuyer sur ces parcours de réussite pour montrer à l'ensemble de l'écosystème que c'est possible, et puis de donner des pistes. On montre comment certains ont fait et ont réussi à le faire. C'est le principal intérêt de ce programme. 3 parcours. Un parcours qui est dédié à l'orientation, donc montrer aux personnes sourdes que ces métiers leur sont accessibles. Un parcours qui est dédié aux organismes de formation, donc montrer comment on peut rendre un cursus de formation accessible à des personnes sourdes et malentendantes, et puis un parcours qui est adressé aux entreprises pour montrer comment on intègre une personne sourde dans une équipe. Et enfin, le 3e volet, qui n'est pas le moindre, c'est de lancer une dynamique d'acteurs de l'écosystème, de l'orientation, de la formation et de l'emploi, sur cet enjeu de l'inclusion, en nous appuyant sur ce projet concret de Elixer les métiers, parce qu'on va avoir des temps d'animation, d'ateliers avec des référents handicap, d'organismes de formation, à partir des parcours qu'on aura créés. Pareil pour les référents handicap dans les entreprises. Donc ce temps d'animation qui va être le programme de 2025, et qui va être aussi une opportunité de lancer une dynamique d'acteurs qui sont convaincus que l'accès à l'emploi, c'est un enjeu important pour leur organisation, qu'ils ont vraiment une valeur ajoutée à trouver, à gagner dans le fait de rendre leur cursus ou leur emploi accessible aux personnes en situation de handicap. En mettant ensemble les acteurs, déjà on identifie ces nœuds, au moment souvent des transitions, quand on passe d'une structure à une autre, et on réfléchit à des solutions ensemble. C'est de se dire qu'on fluidifie l'ensemble du chemin depuis l'intention d'accéder à un certain métier jusqu'à la concrétisation et la sécurisation aussi professionnelle, parce que quand on arrive à être employé, après il faut pouvoir perdurer dans ce poste, pouvoir évoluer au sein de l'entreprise. C'est d'ailleurs ce que finance en premier la région, qui a à cœur de fluidifier l'ensemble et de créer des dynamiques d'acteurs, donc
et de la formation, de l'emploi et de l'orientation pour rendre les choses plus accessibles et de manière générale être plus performants parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne trouvent pas de personnes pour candidater à des postes et donc remplir les missions. Donc ils sont en mal de force vive. Donc il y a un enjeu aussi à ce que les organismes de formation trouvent comment relever ce défi. Les personnes en situation de handicap, c'est aussi un vivier de personnes qui sont capables de remplir ces missions. Nous sommes tout proches du terme de notre épisode et je crois que vous avez une information importante à communiquer à nos auditeurs. Oui, nous allons organiser un webinaire le 21 novembre, donc durant la semaine du handicap, pour présenter ce projet. Et au-delà, notre ambition, elle est vraiment de rassembler les acteurs de l'écosystème de l'emploi, de l'orientation, formation et de l'accès à l'emploi, autour de cette problématique de l'inclusion. On s'appuie sur le projet LX et les métiers, mais on veut aller plus loin. Notre premier intérêt, c'est de faire en sorte que la question de l'accessibilité et de l'inclusion, alors je vous invite vraiment, vous, organismes de formation ou employeurs, notamment dans le secteur du numérique et de la logistique et du transport, pour commencer. Parce qu'on a bien compris que nous, là, avec LX et les métiers, on est sur un premier pas, mais que notre ambition, c'est d'aller plus loin, de couvrir l'ensemble des branches professionnelles pour que demain, tous les métiers soient accessibles à toutes les personnes. Cet épisode touche désormais à son terme. Un grand merci à vous, Jean-Christophe Guérin, pour votre présence et pour votre témoignage. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et pour votre fidélité renouvelée. Vous retrouverez cet épisode sur le site internet du C2RP, comme sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Encore une fois, merci et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode du C2 Podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 Podcast. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 Podcast sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Vous ne manquerez aucun épisode.